Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Peuple haïtien dans 10 départements pays et dans la diaspora, Mounsen Suzanne. Cher Laurent, jeudi 7 août 2025, dans une semaine, c'est la première fois que nous allons célébrer officiellement le moment que nous relais moment Bois Caïman. Dans l'histoire pays, c'est la première fois que nous avons fait ça officiellement. Donc rendez-vous cassé pour tous vos doisans, toute petite terre, mais tout le monde qui cherche liberté dans le monde rouge Bois Caïman au Cap Haïtien le 14 août prochain. C'est très content, nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, là, nous avons consacré 14 août là comme une fête officielle dans un acte pays d'Haïti. Ça fait 234 l'année. Et pour ça, nous disons bravo au ministère de la Culture. Et bravo au directeur général là qui parle là, Jean-Gary Denis. Justement, hier soir, à l'occasion du lancement des festivités pour la célébration du moment Bois Caïman, j'ai tenu ces propos à l'assistance pour leur dire que un peuple, une nation, ce ne sont pas seulement l'environnement physique et autre chose. C'est aussi et surtout l'imaginaire collectif. Mais cet imaginaire collectif se nourrit de quoi? Cet imaginaire collectif se nourrit des prouesses, se nourrit des victoires, se nourrit des faiblesses, se nourrit des joies, mais se nourrit aussi de noms. Cet imaginaire collectif se nourrit de noms comme Macandal, Boukman, Cécile Fatima, tout le monde voilà, qui était fait que nous arrivions là en 1791 et ensuite en 1803. Donc notre devoir comme héritier de ces grands moments, c'est de les entretenir, les sauvegarder et les chérir. C'est de cette manière qu'on nourrit l'imaginaire collectif d'une nation. C'est de cette manière qu'on nourrit l'âme d'un peuple. Lorsqu'on ne le fait pas, la nation s'effondre. Et c'est dans ce devoir de reconstruction de l'âme de ce pays que nous nous sommes engagés. Conséquemment, chers amis, le 17 avril 2025, ça ramène les 200 ans depuis que le baron de Mâcon, envoyé par Charles X, a imposé l'indemnité pour l'indépendance de notre pays, ce que l'on appelle couramment la double dette. J'introduisais justement les différents articles du livre Les chaînes de la dette en 2025. Parmi ces articles se trouvait celui du professeur Gousti Gaillard. Je ne savais pas encore que j'aurais la chance de choisir avec mes collègues du Conseil présidentiel Madame Gaillard comme présidente de la commission binationale franco-haïtienne pour initier une nouvelle conversation avec la France et Haïti sur ce méfait historique. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec empressement. Parce que pour nous, justement, il y a plusieurs conversations qui doivent se tenir par rapport à ce que nous avons vécu dans l'histoire de ce pays et ce que nous continuons de vivre pour mieux léguer aux autres ceux qui viennent après nous, ceux que nous avons construits en termes de l'imaginaire collectif de ce pays. Toutefois, la reconstitution de la mémoire ne peut pas se faire dans cet environnement de destruction persistante des lieux de mémoire. Nous devons dresser de manière adéquate cette dégradation de la vie au quotidien et ce déferlement de haine sociale. Dans la délibération que nous gagnons avec autorité ici, aussi bien avec autorité au niveau international, il y a un éclaircissement que nous-mêmes, nous toujours les mettons
pour tout le monde comprendre qui s'est passé en Haïti. C'est qualité ou bien nature violence que nous vivons qu'on y a là en un pays. Et justement, la discussion que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite en des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nous dit, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion qu'on a fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que nous vivons là, dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sous plusieurs piliers, comme nous dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic moun, des fois, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Et là, ce n'est pas vrai. Avec niveau force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes-troupes au niveau de la police, 1 200 hommes-troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyens. Pour le cas, faire face carré avec question de gang que nous gagnons, que ce soit dans Kinskoff, dans Biomalais, dans Kafoufeuille et la Trier. Pour bailler la police là plus moyens, pour Kagoumé contre trafic de drogue là, nous obligés de chercher expertise de l'autre côté, pour nous faire face carré à une nouvelle configuration de danger que nous avons subi qu'on y a en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile, parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays. Comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, nous avons eu recours au support, à l'accompagnement d'autres pays. Le Canada a formé plus d'une dizaine de nos policiers dans la manipulation de drones. Le Brésil, 400 policiers partiront en formation au Brésil. Et une cohorte de 30 devrait partir aujourd'hui. Comme je suis là avec vous, je ne sais pas exactement comment cela se passe au niveau de l'aéroport. Pour le Mexique, 70 policiers viennent de partir pour une formation accélérée. C'est dans GFO, ça y est, qui fait que nous arrivons saisir plus gros cargaison de drogue dans la tortue à sous frontière que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Il faut que le travail ça continue. Discussion avancée avec le pays Brésil pour que nous achetions des armes avec munitions. Même gens, nous sommes en discussion avec Panama pour formation garde-côte. Dans la restructuration force l'autre, nous fait la meilleure est capable de penser lui-même, sans lui pas passer nécessairement pour une série de petits besoins par ministère de défense là. Nous mettons campé Agence nationale sécurité à Conseil national sécurité et défense. Toutes deux institutions ça toujours dans le passage, malgré les décisions qu'il prend dans le Conseil ministre pour nous mettre au campé. Mais en toile de fond, comme nous sommes en face d'une déstructuration permanente de l'État, notre travail de mars à août 2025
a été organisé autour de ces axes. Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé de budget de guerre. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle, nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Donc nous avons un problème au niveau de nos institutions. Un problème auquel il faut y travailler. Évidemment, avec le ministre des Finances là, je l'appelle au quotidien. Mais le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels, il y ait cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pour pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Mais au-delà de cette affaire technique, je disais justement au Premier ministre, et je le répète encore en face de vous, je comprends très bien qu'il y a ce déficit au niveau des cadres de l'administration publique. Toutefois, la question que je me pose et que je repose encore aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas une table qui pouvait contenir 20 personnes. Des gens qui sortent du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du CNMP, pour s'asseoir pendant un week-end. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas dans une situation normale, les cadres de ce pays doivent prendre leurs travaux d'une autre manière. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse au niveau du fonctionnement de l'État actuellement. Mais ceci dit, de notre côté, bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Dispositions au niveau de la douane de ce pays. Des décisions ont été prises pour éliminer le transit dans la zone frontière ayant permis à beaucoup de produits importés d'atteindre le territoire haïtien sans paiement de droits de douane. On peut s'imaginer qu'est-ce que cela veut dire en termes de compétition pour les gens qui ne passent pas par ces frontières. Mais au-delà de cette question, de la question tarifaire, au-delà de cette question de compétitivité, les frontières sont des passoires pour toutes sortes de marchandises, incluant la drogue et les armes. Et c'est pourquoi le Premier ministre nous a clairement dit qu'il y a un travail qui est en train, pas un travail, il y a un projet qui est en train d'être analysé pour nous assurer des dispositifs qui doivent être mis en place au niveau de la frontière. Terrestre, maritime et aussi bien aérien. Donc toutefois, les dispositions annoncées dans le budget de guerre pour une meilleure présence dans la zone frontalière n'ont pas encore vu le jour en raison des difficultés ou lourdeurs administratives évoquées à plusieurs reprises. Mais de notre côté, par rapport au déficit de fonctionnement de l'administration, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises. Et la première, c'est l'établissement d'une plateforme d'échange d'informations entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'AGD et la DGI. Pour nous, l'aspect, si vous voulez, le plus important, c'est par rapport aux fuites qui s'organisent entre la DGI et la douane. C'est-à-dire la non-conformité des données entre la DGI et la douane, particulièrement pour ceux qui sont obligés de recourir au service de ces institutions. Je vous donne un exemple. Et c'est là, lorsqu'on parle de renforcement des institutions de l'État, les dispositions que nous sommes en train de prendre sont extrêmement importantes. Il y a un monde déclaré X marchandises la douane, au niveau de la Direction générale des impôts, il déclarait un volume différent. Un État ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 mois, nous nous sommes attelés pour nous assurer qu'il y ait cette correspondance entre les données de la DGI et les données de la douane. Donc le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale sont en train de travailler là-dessus, bien sûr, avec les institutions correspondantes, je parle de l'AGD en particulier. De plus, par rapport à cette question de renforcement des institutions de ce pays, nous sommes en train de travailler sur ce que l'on appelle la centrale des bilans. Encore, le ministère de l'Économie et des Finances est en plein dans ce travail.
qui ça important pour la population comprendre centrale des bilans? C'est parce que une économie pas fouti fonctionner si les gens qui prennent décision pas gagner des informations fiables sur ça entreprise a fait dans le pays. Donc centrale des bilans, ça veut dire toute institution qui est dans le pays supposée déposer des états financiers dans la centrale. Donc toute transaction qui peut le faire avec des institutions de l'État ou des institutions privées, pour reconnaître la transaction, il faut que son état financier qui sorti dans la centrale de bilan. Et bien sûr, lorsqu'on parle de ces changements extrêmement importants, un pile bouche marée. Mais, chers amis, ne vous en faites pas. C'est pour le bien du pays. C'est pour la continuité, pour la survivance de l'État. Il y a des réformes qui sont nécessaires et ces réformes doivent être entreprises. Et nous sommes là, à Centrale des bilans. Autre chose, de manière continue, chaque année, lorsque Transparency International fait des rapports sur Haïti, c'est toujours Haïti, il y a un pays qui est corrompu, etc. Nous avons côté que je viens de donner ça. Donner ça sur tout sorti sous enquête que vous faites auprès de la population. C'est la population qui a dit mais perception que vous avez du fonctionnement de l'État. Donc quelque part, nous-mêmes au niveau de l'État, non seulement il y a des structures que nous avons mettées sous pied, comme par exemple l'interconnexion entre les différentes institutions de l'État de la centrale de bilan, mais tout, la population a bien recours à un centre d'appel. Un centre d'appel, côté que mon de la population, par ailleurs, qui est déjà fonctionnel. Un centre d'appel, côté qui moun qui a chercher service au niveau de l'institution. Si pour une raison ou pour une autre, ils sont lésés, ils appellent 105 et il y a un monde qui répond. Si c'est DGI, si c'est immigration, si c'est la douane, mon n'a qu'à prélière, la dit qui institution que ils sont chercher service li. Donc toutefois, à côté de ce dispositif pour la revigorisation de nos institutions, il nous faut améliorer nos infrastructures physiques et sociales. De même que mon collègue Leslie Voltaire a tout mis en